va évoquer ce soir le Nigeria, la présidentielle et l'opposition qui met en garde contre l'achat de conscience. Nous parlerons du Burkina, le feu vert de Paris à l'extradition de François Compaoré dans l'affaire Norbert Zongo, et puis le Togo, la première journée de manifestation de l'opposition étouffée. On évoquera également la coalition dans une voie sans issue selon Gilbert Bawara. Pour débuter cette émission, je reçois Adam Madjonou de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de Niveau Télévision. Ivy Alognon, activiste politique. Bonsoir Ivy. Bonsoir Samuel, et bonsoir à tous et à toutes. Et je salue sincèrement mon frère Samba de l'autre côté de l'Allemagne qui vous suit et qui vous félicite beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent hors du continent africain. Le Nigeria, pour commencer, le principal candidat de l'opposition à la présidentielle, Atiku Abubakar, qui affrontera le président Mamadou Buhari en lice pour sa propre succession, a mis en garde les électeurs contre l'achat de votes pour ce scrutin prévu en février prochain. Atiku Abubakar, candidat du PDP, a accusé l'EPICI d'avoir distribué de l'argent liquide pour influencer les électeurs. Je le cite, « Voilà ce que fait l'EPICI. Ils achètent les cartes d'électeurs, ils vont venir vers vous et vous donner 10 naira, c'est-à-dire 2 centimes d'euros, 20 ou 50 naira, en échange de votre carte d'électeur. Ils achètent ainsi votre avenir. » Adam Madjonou, ce que Abubakar dénonce est une pratique qu'on dirait courante au Nigeria. Nigeria, mais au-delà du Nigeria, vous savez, ces genres d'accusations ne cessent de ressurgir, surtout dans nos pays africains qu'on connaît un peu. La démocratie est un peu à queue basse. C'est monnaie courante lorsque les élections présidentielles arrivent. On ressurgit avec un certain nombre d'accusations, surtout lorsque ces élections-là ne sont pas ouvertes. On voit l'organisation qui est le président Mamadou Buhari, qui est toujours en lice pour ces élections-là. Et lorsque nous prenons le Nigeria, nous connaissons tous ce qui entoure un peu la candidature de Mamadou Buhari à ces élections-là. La plupart, d'ailleurs même il a connu déjà des défections dans son propre camp, compte tenu du fait que le monsieur étant chaque fois, il ressurgit avec des malaises sanitaires, et de l'autre côté aussi son bilan qui n'a pas été réduisant. Il a donné un certain nombre de gages qui n'a pas tenu. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse se renoncer à se représenter à ces élections. Surtout que pendant son magistère depuis 2015, le gars, pendant plusieurs mois et plusieurs semaines, il s'absente de temps en temps. Et aujourd'hui, si même on voit que ces derniers temps, il n'a plus ressurgi avec des malaises sanitaires, on se dit que vraiment, il est temps qu'il puisse rendre le tablier. Malheureusement, comme je le disais tantôt, dans nos pays africains, l'opposition profite d'un certain nombre d'échecs ou d'un certain nombre de défections au niveau du président sortant. Surtout, on constate que l'opposant qui est en lice Abubakar a commencé par, déjà en pré-campagne, a commencé par remonter un certain nombre d'insuffisances constatées au niveau de Mamadou Buhari. Et donc, ces genres de pratiques sont monnaie courante dans nos pays africains. Et c'est ce que nous assistons au Nigeria aujourd'hui. Ivy Alognon, c'est une pratique qui, est véritablement présente dans les moments d'élection sur le continent. Oui, ici, il faut dire que ce que dénonce le principal chef de file de l'opposition du côté du Nigeria, lui-même, il est accusé de cela dans son propre parti. Parce que, vous savez, souvent dans les pays anglophones, il y a ce qu'on appelle, ou bien dans les pays dont on qualifie un peu de démocratiques, il y a le primaire. Donc, il a été accusé que lui-même, il a usé de ses moyens pour quand même acheter certains votants qui l'ont facilité à le pousser au haut pour être candidat face à Mamadou Buhari en février, je crois. Donc, c'est une pratique, comme l'a dit votre confrère Adam Adjonou, c'est une pratique qui est légère en Afrique. Mais ce que moi, je pense personnellement, il faut dire que la politique, les élections, c'est une question de moyens. Mais là où ça cloche aussi, c'est quand la majorité use
des biens du pays pour quand même acheter la conscience des gens. C'est là où ça cloche. Par exemple, lors des campagnes électorales, tout ça, vous allez voir les 4x4, les voitures administratives, tout ça là. Ça, c'est interdit normalement. Oui, c'est interdit. Mais dans les pays africains, on continue toujours par user de ces moyens pour quand même influencer et avoir un avant-garde sur son adversaire. Sinon, en réalité, la politique, c'est une question de moyens. Donc, lorsque les militants du parti de la majorité mettent la main dans leurs propres poches pour mobiliser des ressources quand même, pour quand même influencer les électeurs à leur voter, moi je ne vois pas en réalité là où se trouve le mal. Donc, ce que dénonce oui, mais le mal, c'est que le choix doit être libre. Et le choix ne doit pas être influencé. Oui, c'est-à-dire la politique, quand on parle de politique, ce n'est pas que je suis pasteur ou bien je vais à une église, tout ça là. Non, la politique ne connaît pas Dieu. La politique, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour attirer les votants? Qu'est-ce que je peux faire pour attirer l'électorat? C'est tout. Déjà, qu'est-ce que je peux faire? Il faut avoir un bon projet de société. C'est pas en distribuant de l'argent. Quel que soit le projet de société que vous avez, il faut quand même avoir un bon moyen de communication. Et pour avoir un bon moyen de communication, pour véhiculer le message, c'est l'argent. Adam. Le mal dans nos pays africains, c'est que la plupart du temps, lorsque on essaie d'élire les dirigeants qui se représentent contre vents et marées, lorsque les gens essaient de leur imprimer un certain nombre de démarches qui ne crochent pas avec leur gouvernance. Surtout, ça voudrait dire qu'on maintient un tant soit peu ces populations-là dans la misère et qu'on revient ensuite acheter la conscience, ce qui est une pratique d'ailleurs même disons, de corruption qui est anticonstitutionnelle. Sauf qu'il n'y a pas de moyens dans nos constitutions, dans nos lois fondamentales pour pouvoir donc mettre la main, et surtout l'absence de preuves, puisque tout est bien huilé pour que, du moins, si ces achats de conscience, qui existent d'ailleurs même sur plusieurs formes, c'est vrai que ce n'est pas, lui a parlé de l'argent, ce qui est aussi vraiment praticable aussi dans nos traditions, mais au-delà de tout, il y a d'autres voies d'achat de conscience qui existent également. Donc, moi, ce que je pense, c'est que normalement, lorsque vous prenez soin, vous mettez tout le potentiel qu'il faut dans la gouvernance et que les populations disons, profitent au mieux de votre gouvernance, je pense que lorsque les élections arrivent, chacun volontairement et librement pourrait choisir le candidat qu'il faut. Sauf que... Est-ce que ce n'est pas aussi sur l'ignorance des populations qu'on surfe pour... Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, vous savez, le taux d'analphabétisme aussi dans nos pays africains, très élevé, font que ça agit. Parce qu'aujourd'hui, il y a le taux d'analphabétisme, même si nous avons des pays où on a un taux beaucoup plus élevé, des gens qui sont bien instruits, mais lorsqu'on les maintient dans la misère, vous savez, lorsqu'on a faim, on a toujours l'habitude de dire le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, ce qui voudrait dire qu'on tombe dessus sous le coup de ces corruptions-là. Ce qui n'est pas le cas. C'est ce qui fait d'ailleurs même que nos pratiques, disons, démocratiques sont très distantes des pratiques démocratiques de l'Occident, parce que là-bas, les gens ont compris la chose et les gens profitent pleinement de la gouvernance de leurs dirigeants, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas dans nos pays africains, et ce qui essaie d'écumer un tant soit peu donc les processus électoraux qu'on arrive véritablement. Parce que ceci, même si les prix ne sont pas avancés, au finish, on va assister. Donc, si jamais Mohamedi Bouhari qui organise ces élections, que tout n'est pas mis en place pour que les élections soient fiables, nous allons toujours assister donc à des appels à manifestation compte tenu des protestations qui vont suivre ces élections-là. Alors, Aïvi, vous l'avez dit, celui qui accuse Atiku Abubakar lui-même, il a été accusé durant cette primaire d'avoir usé des mêmes pratiques. C'est le voleur qui accuse de vol? Oui. Bon, moi, selon ma logique, il n'y a pas un voleur qui accuse le voleur. Mais c'est l'innocent qui accuse le voleur. Parce que je considère que Atiku Abubakar a usé de ses propres moyens pour influencer l'électorat au niveau du primaire.
Mais je crois que ici, ce qu'il dénonce en réalité, c'est que comme Muhammadu Buhari est président de la République, il a la gestion du pays, il contrôle tout, il peut puiser dans les caisses de l'État pour influencer l'électorat. Donc c'est pourquoi je dis que ici c'est l'innocent qui accuse le voleur, bien qu'il surprend le voleur en train de voler. Mais bon, il n'a pas aussi donné trop de détails en ce qui concerne. C'est la société civile même. Rien ne dit que ces accusations sont fondées aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Peut-être lui-même, il sait que bon, comme j'ai utilisé ce moyen, il se peut que mon adversaire aussi fasse recours. Oui. Bon, ici, ce que je dis, c'est les moyens de l'État qui sont en jeu ici. Si Aboubakar est chef de file de l'opposition, par exemple, il y a un autre opposant qui est en train de faire ce jeu, je ne crois pas qu'il va aussi crier fort comme il crie sur le président de la République. C'est parce qu'il sait que les moyens dont il dispose face à la majorité, il y a un déphasage, il y a un déséquilibre. C'est pourquoi il crie. Et après, peut-être que si on le gagne, par exemple, il va dire que voilà ce qu'il disait, qu'on a mis les moyens pour quand même acheter la plupart des votants, on a échangé des cartes d'électeurs contre de l'argent et tout ça. Et il va commencer par scander ça comme preuve. Et c'est aussi ça le mal de nos opposants africains. Ils ne disposent pas de véritables preuves, mais ils crient. Ils crient. Et bon, est-ce qu'il faut les accuser aussi trop? Parce que c'est difficile aussi de détenir certaines preuves. C'est difficile parce que c'est les moyens. Ce qu'il faut aussi noter lorsque nous projetons un peu dans le passé, qu'on voit un peu le profil d'Aboubacar, vous savez, c'est quelqu'un aussi qui a côtoyé le pouvoir. Ouais, il a été vice-président pendant 8 ans. 8 ans et il s'est énormément enrichi. Et on accuse de ça, tout à fait, parce que voilà, lorsqu'on voit un peu la gouvernance, c'est vrai qu'il était sous le président Obasanjo. Obasanjo, qui est une référence parce qu'il a fait aujourd'hui certaines réformes. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle du fait que les 5 premières banques du Nigeria sont parmi les top 1000 global, c'est Obasanjo qui l'a fait. Parce qu'il fut un moment où il a essayé de rassembler certaines banques, pratiquement la totalité des banques, à quelques banques, ce qui fait que ces banques-là concurrencent aujourd'hui entièrement les banques mondiales. D'abord parce que de l'autre côté, ça fait qu'aujourd'hui son nom est resté carrément dans l'histoire. Mais de l'autre côté, il y a Aboubakar aussi qui ont aussi profité largement de cette gouvernance-là pour s'enrichir. Et c'est ce qui profite aujourd'hui. On va observer la pause et on revient juste après.